jeunes ont la parole. Les jeunes ont la parole. Les jeunes ont la parole. Les jeunes ont la Les jeunes ont parole. la parole. Les jeunes ont la parole. Les jeunes ont la parole. Les jeunes ont la parole. Allez vers les gens, kiffez et arrêtez de vous enfermer dans des a priori pour revenir vers cette dichotomie de valide handicapé, de bon mauvais, ou alors de ces gens-là sont tous des connards. Non, non, non. Aller vers l'autre, à sa rencontre et sa découverte. C'est le message de Cyrine, une jeune femme pétillante et audacieuse qui a accepté de nous livrer son témoignage. Car être une femme, être jeune et être porteuse de handicap sont autant de paradigmes qui portent leur lot de difficultés, de doutes, mais aussi d'espoir. Décryptage d'une réalité souvent mise sous silence, écrasée par le poids des préjugés et des stéréotypes. Découvrez le témoignage de Cyrine, service civique en charge du plateau numérique à l'e-collectif Brillant. Je m'appelle Cyrine, j'ai 30 ans et je suis IMC, infirme moteur cérébral. C'est dû à une complication à la naissance. J'ai manqué d'oxygène et ça fait que je suis en fauteuil et que j'ai une paralysie de la main droite. Et voilà. Au départ, j'avais été placée dans un institut pour personnes à handicap spécifique. À l'époque, ça s'appelait le CAMS à Neuilly. Et quand je suis allée là-bas, j'avais 3 ans parce qu'il faut comprendre que dans mon parcours scolaire, j'avais un an de retard étant donné que comme je faisais encore pipi au lit, j'étais pas encore prête à aller à l'école normalement et autres, et donc je suis entrée à l'école à l'âge de 3 ans. Et ensuite après c'est quelques années au CAMS en 1996, je suis entrée à l'EREA Poincaré de Garches. En fait, en EREA, c'est un établissement régional d'enseignement adapté à Garches, à côté de l'hôpital. Et en fait, c'était une école intégrée à l'hôpital. Et donc, j'ai passé 3 ans là-bas et il y avait des personnes valides, enfin valides ou avec des problèmes de dyslexie, par exemple, ou alors des personnes qui avaient comme moi un handicap moteur. Et ensuite, après ces 3 ans, je pense, oui, je suis entrée au lycée Toulouse-Lautrec. Alors on appelle ça lycée, mais à l'origine c'est un établissement qui accueille des élèves du CP au BTS et enfin, tout cet établissement est appelé lycée, mais en fait, les sections sont séparées. Le primaire est séparé du collège, le collège est séparé du lycée et les BTS sont encore séparés. Et parallèlement à tout ce système d'enseignement, il y avait aussi un centre de soins avec des kinés, des ergothérapeutes, des psychomotriciennes et des psychologues, un centre de soins. Et je suis restée là-bas jusqu'en 2011, l'année de mon bac. Je déteste, mais dur comme fer, être catégorisée à une partie de la population. Je déteste qu'on fasse une dichotomie entre les handicapés et les valides, et donc voilà, j'estimais qu'on était simplement
en bonne cohabitation, quoi. Et que justement, aux yeux des valides, on paraissait pas si bizarre, on paraissait complètement normaux, alors que en sortant dans la vie réelle, bah les personnes handicapées sont encore regardées comme différentes. C'est la raison pour laquelle, quand je suis entrée à la fac, je m'en suis pris plein la figure parce que je me suis débrouillée toute seule, parce que après 11 ans de scolarité dans cet établissement-là, où j'avais été ultra protégée, et ben en fait on vous laisse comme ça et il y a aucun suivi par derrière. Et donc face à des gens qui sont valides et qui ne connaissent rien au handicap et qui n'osent pas vous parler sous prétexte que vous sentez que vous êtes la personne différente de toute une promotion et euh, et donc c'est une autre histoire. Mais en tout cas, dans mon lycée, je je déclare, oui, que ça a été une chance pour moi. Concernant le terme valide, effectivement, je déteste la dichotomie et la catégorisation, mais dans le même temps, je, je n'ai pas peur des mots, je n'ai aucun tabou et donc, je trouve ça normal qu'on dise quelqu'un de valide. Ce que j'aime moins, c'est que j'ai déjà entendu des personnes handicapées dire moi, je suis handi. Et donc, handi, c'est presque un terme presque affectueux ou un peu édulcoré, mais j'aime pas ça non plus. Parce que j'ai besoin et j'ai tout fait pour qu'on voit ma personne en premier. Euh, mais euh, je conçois tout à fait que les personnes qui marchent sur leurs deux jambes soient appelées valides parce que y aurait pas moyen de les appeler autrement. Euh, ce que j'aime moins, comme j'ai dit, c'est les termes édulcorés. Par exemple, personne porteuse de handicap ou personne à mobilité réduite. Je déteste ça, pour soi-disant minimiser. Alors que pour moi, il n'y a pas besoin de minimiser. Appelons un chat à un moment donné et c'est voilà, moi en tout cas, j'assume totalement. Par exemple, vous êtes jolie ou vous êtes bien habillé ou alors que je pense pas qu'on ait nécessairement besoin de dire ça à une inconnue qui soit valide. J'ai un peu l'impression, et je parle vraiment en connaissance de cause, que c'est pour être gentil ou justement pour être gentil pour effacer un malaise ou voilà ou pour se dire mais cette personne elle a trop souffert dans sa vie, faut être gentil avec elle. Ou alors ça peut être d'autres sujets de conversation ou d'autres entrées en matière que je trouve totalement euh, inutile ou futile, du genre moi je vous comprends, j'ai un frère handicapé que j'aide aussi et voilà c'est une façon pour les gens de montrer qu'ils ont pas de problème avec ça ou que ils vont pas être maladroits, mais bien au contraire ils sont maladroits parce que pour moi quelqu'un qui est à l'aise avec la personne que vous êtes, elle n'a pas besoin de faire remarquer ces détails-là. Une personne qui fait remarquer des détails, ça veut dire qu'elle est pas à l'aise d'emblée et qu'elle trouve des prétextes pour montrer qu'elle est à l'aise alors que c'est faux. Et moi, ce sont des comportements qui ont tendance à m'énerver
et qui m'énerve toujours, mais ce n'est pas moi qui vais changer la société. Fort heureusement, enfin, je trouve que elle a quand même changé par certains aspects par rapport à il y a 30 ans ou 25 ans quand j'étais enfant. Je dirais que je me suis déjà affirmée dans mon cadre familial, qui n'a pas toujours été facile, et étant donné que quand on est parent d'enfants handicapés, il y a la surprotection qui entre toujours en jeu, et donc j'avais des parents qui disaient attention, faut pas faire ci, attention, faut pas dire ça, et moi j'entrais en conflit, j'allais au front parce que pour moi une personne qui devient ce qu'elle est se construit par le conflit, et mais donc voilà, déjà par l'environnement familial, et ensuite par rapport à mon entrée à la fac et à la confrontation avec le monde réel, je me suis vite rendu compte que il valait mieux s'en prendre plein la gueule et aller en plein dedans, si je puis dire, parce que en fait je me suis rendu compte que si c'est pas les personnes si c'est pas toi qui vas vers les personnes, c'est pas eux qui viendront vers toi, parce que ils vont rester sur leurs a priori, ou alors qu'ils vont se réfugier derrière une peur qui est avérée, ou bien mal fondée, et du coup voilà, pour se faire une place il faut aller dans le tas, et moi, j'ai entendu des discours de personnes handicapées qui pensaient totalement le contraire, en disant oui, mais les personnes valides ont un comportement inadmissible, nous on est handicapés, on a souffert, c'est à eux d'être gentils avec nous. Et ben, c'est un discours qui me fait bien rigoler. Voilà. Parce que même si on est handicapé, même si on a souffert, eh ben on est une personne comme tout le monde, et on mérite de se battre, et on mérite pas de vivre une vie cachée derrière des traitements de faveur systématiques. Pour prendre les choses par le début, à l'époque où j'avais pas trop confiance en moi, ou pas totalement encore, je rougissais hyper vite, je rougissais dès qu'un mec me faisait la bise, même pour dire, ou alors à une époque où peut-être j'avais pas encore suffisamment confiance en moi, peut-être que je faisais plus attention aux remarques infantilisantes, et donc ou alors je sais pas, c'est un souvenir ou un ressenti, et à partir du moment où j'ai commencé à avoir une vie affective développée, ça a été un déclic pour moi, et du coup je me suis assumée en tant que femme, et j'ai pas eu honte de rigoler, de raconter des conneries devant les gens, bon, évidemment tout en ayant conscience de pas dire des grosses conneries à tout bout de champ, mais voilà, en assumant la personne que j'étais, en n'étant pas dans le tabou. Et donc à partir de là, je pense que les gens me voient comme une personne qui aime, qui fait sa life, et voilà, je pense pas qu'on voit le fauteuil au fur et à mesure de me connaître. Enfin, qu'on le voit, mais comme un moyen de locomotion. Voilà. Je n'ai pas honte de le dire, j'ai débuté ma
vie affective à l'âge de 28 ans et bah pour les raisons que j'évoque, ça veut dire que les gens qui disent t'es super jolie, tu rencontreras quelqu'un, et bah en fait il suffit de réfléchir un tout petit peu plus pour se rendre compte que c'est pas si simple que ça. Si on va dans le fond du truc, ça peut être bien plus compliqué parce que ils peuvent se dire ouais, cette fille elle est super, elle est intéressante, ou alors elle a telle ou telle qualité, mais à partir du moment où je veux aller plus loin avec elle, et ben ça va être compliqué parce qu'elle est en fauteuil et que j'ai peur, ou que je sais pas si elle ressent telle ou telle chose, et du coup pour cette simple raison, et ben ils peuvent se dire bah je vais la regarder et je vais penser ce que je pense d'elle, mais pour aller plus loin on va s'arrêter là parce que c'est trop de responsabilité et que d'autres femmes, il y en a plein d'autres. Et pour ma première relation, c'était un crush, enfin une rencontre instantanée. Je le savais, il le savait. Les choses se sont faites rapidement, mais ça a pas duré pour telle ou telle raison. Mais ce que je veux dire, c'est que bah pour la première fois, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit ouais, cette fille, elle me plaît, et le reste, j'en ai rien à foutre. Et on devrait réfléchir comme ça. Mais malheureusement, quand on a un handicap, il y a des critères logistiques qui entrent en jeu et qui viennent mettre des freins. Je pense que les jeunes handicapés peuvent avoir une vie affective en décalé, oui, parce que c'est parce que pour des raisons évidentes ou bien physiques à première vue, on se dit que ça va être trop galère d'aller vers cette personne-là, et donc on est un peu en dehors de tous ces mécanismes, mais voilà, moi je dirais que c'est rare pour des gens d'avoir une vie affective avant 23 ou 24 ans. Et malheureusement, je vais dire un truc horrible, mais vrai pourtant, il y a des personnes handicapées qui n'ont pas la chance de vivre ça, et qui n'ont jamais vécu ça. Et je trouve ça terriblement triste. Mais c'est que la société dans laquelle on est émet encore des réserves sur cette question, et que de façon plus globale, voilà, les gens cherchent malheureusement la facilité, parce que aimer entre un homme et une femme valide, c'est déjà des compromis et des remises en question, tout ça. Mais alors quand vous fréquentez ou quand vous aimez quelqu'un qui a une particularité telle que le handicap et selon le degré, bah vous donnez beaucoup plus à la personne, et par conséquent vous faites plus de sacrifices. Et c'est la raison pour laquelle c'est encore une fois plus compliqué. En toute logique, je pense à d'autres femmes, parce que c'est logique. Les hommes se comparent entre hommes et les femmes se comparent entre femmes. Mais je trouve que entre femmes, il y a une compétition qui est beaucoup plus affichée. Et ça commence pour moi dès l'école primaire, quand il y en a une qui dit je suis plus belle que toi, et voilà, et donc
voilà, je suis plus belle que toi, et ben on se rend compte que il se perpétue avec les années, mais enfin, on se, qu'il se, il se développe de façon différente c'est pour cette raison que je me sens très à l'aise avec des hommes, même sans être dans un rapport de séduction, mais par certains aspects, je peux les trouver moins compliqués, moins pris de tête. Quand j'étais au lycée, il y avait des filles handicapées tout à fait jolies, apprêtées, maquillées, et d'autres qui étaient totalement négligées. Je trouve ça triste parce que justement moi c'est toujours ce que j'ai veillé à faire puisque j'ai quelque chose qui me freine entre guillemets, et ben j'ai voulu faire ressortir autre chose avec le fait de déjà montrer que j'étais bien dans ma peau, et pour ça passe aussi par faire attention à soi. Pour la petite histoire, j'avoue que c'est la littérature qui m'a sauvée. En contrebalançant l'incapacité que j'avais dans les jambes, je me suis échappée par la littérature. Mais on va dire que oui, j'ai une vie riche, riche de mes activités, riche de mes échanges, riche de mes amitiés, je sais que ma vie affective n'est pas finie, mais que elle s'inscrit sur un processus qui est malheureusement plus long. Enfin, malheureusement, parfois on peut dire que l'attente mène à des belles surprises. C'est comme ça que j'aimerais espérer. Pour te parler de la littérature et de ce que ça représente pour moi, l'imaginaire, les époques, le Paris du 19e siècle, l'Angleterre du 19e siècle, la littérature américaine, tout ça, enfin, tout un modèle, les modèles de société, les codes de la société, enfin, la description des personnages. Je me dis que la littérature, en fait, elle a été pendant longtemps ma meilleure amie parce que elle a contrebalancé totalement avec mon incapacité physique, et l'imaginaire c'est le rêve, c'est un moyen de s'échapper qui est ultime quand on ne peut pas le faire d'emblée, et je pense que les personnes littéraires sont des personnes qui sont sensibles, et donc pour être littéraire il faut prendre le temps, il faut accepter de se poser dans son lit pendant des heures ou sur un banc, n'importe où, mais c'est juste apprécier des moments avec soi-même et avec ce que le livre peut nous offrir, et c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai pu développer tout tout mon attachement à l'intellect, parce que n'ayant pas des jambes fonctionnant normalement, et ben encore une fois j'ai trouvé mon équilibre, mais je plaide
pour le maintien et pour la survie de la littérature, qui est tellement importante à mes yeux, je pense. Et je pense que toutes les personnes ayant vécu des souffrances, enfin toutes, non, mais une partie des personnes ayant vécu des souffrances se tournent vers l'art, et l'art sous toutes ses formes, que ce soit la peinture, le théâtre, la littérature ou je ne sais quoi, mais c'est une façon de combattre ses souffrances, ses éventuelles frustrations, et que justement c'est un moyen d'expression pour combler tout ça. Si tu avais des conseils à donner aux jeunes qui nous écoutent, porteurs et porteuses de handicap, pour s'épanouir dans leur jeunesse, qu'est-ce que tu leur dirais? Aller vers les gens, kiffer et arrêter de vous enfermer dans des a priori, pour revenir vers cette dichotomie de valide handicapé, de bon mauvais, ou alors de ces gens-là sont tous des connards. Non, non, non. Allez à la rencontre et montrer qui vous êtes. Je dis ça, après je ne suis pas une sainte, et croyez-moi, comme tout le monde, j'ai vécu 10 années de grands complexes et de comment dire, de repli sur moi-même, mais au bout d'un moment vous vous dites que ça va plus et que de toute façon vous pouvez pas rester indéfiniment dans les jupes de votre mère, et que voilà, vivez tout simplement. J'ai la chance d'avoir une famille qui m'a énormément épaulée. Merci papa, merci maman, merci mes sœurs. Mais donc voilà, je sais que les contextes familiaux ne sont pas toujours évidents, et d'autant plus en ayant un handicap, mais puisez ce que vous pouvez puiser, même au fin fond de vous-même, pour en faire quelque chose d'intéressant. Et voilà, ne restez pas chez vous. La rencontre est très intéressante et très enrichissante aussi. À bientôt pour un prochain épisode. Coupez. Ouais, t'inquiète, c'est bon, là, je comprends. Ok. Et attends, je suis pas revenue. Les jeunes ont la parole. Les jeunes ont la parole. Et vous, quand est-ce que vous prenez la parole? Les jeunes ont la parole.